Grignan et Nicolas Marty de m'avoir invité. Oui, de m'avoir invité. Je suis très heureux de participer, bien sûr, à ce colloque. Je tiens aussi à remercier les archives départementales et de l'aide apportée par Magali Brieux, de l'article de M. Kéral, bien sûr, qui est à la base peut-être, de Pierre Coureux, qui a initié ce projet, et puis de Madame Lugierg pour sa, comment dirais-je, sa belle image de Fossa, attachante. Voilà. Donc, les guitaristes et leur musique à l'époque de François de Fossa. Voilà. Ça marche. Ne crains pas que je sois jamais atteint de la passion du jeu. J'en ai une autre bien plus agréable, je veux dire la musique, qui m'a fait passer dans ma vie des moments bien doux, qui m'a distrait de tous mes chagrins. Ainsi s'exprime François de Fossa dans une lettre de 1816 à sa sœur Thérèse. Cette passion s'est développée à partir d'un apprentissage précoce, car François, comme sa sœur, étudie la musique et la guitare, encouragés par le goût de leur père pour cet instrument. Dans une lettre du 30 août 1785, Madame Fossa annonce à son mari ce que leurs enfants préparent pour son retour. Ta fille s'exerce à la guitare pour te régaler. Ton fils voudrait apprendre un air et une chanson et s'accompagner à la guitare. Je ne sais s'il y réussira. Rappelons que François est alors à la veille de son 10e anniversaire, le 30 août. Tout au long de sa vie, quel que soit le lieu où il se trouve, François de Fossa garde une guitare près de lui. Il est donc intéressant, me semble-t-il, de mettre en regard sa vie et l'histoire de la guitare. D'autant plus que la fin du XVIIIe siècle, comme la première moitié du XIXe siècle, seront des périodes de transformation de cet instrument. La guitare, au début du XIXe siècle, acquiert l'accord que nous utilisons toujours aujourd'hui. Mi, la, ré, sol, si, mi, avec des cordes simples. Cette nouvelle guitare, je suis en retard. Cette nouvelle guitare connaît alors une vogue sans précédent. On parle de guitaromanie. On publie beaucoup de musique, mais aussi de nombreuses œuvres pédagogiques qui restent aujourd'hui encore des ouvrages de référence. Alors, je bouge un petit peu, voilà. Est-ce que c'est mieux? Oui. Oui. François de Fossa s'illustre dans les deux domaines, puisque comme ses contemporains, il collabore avec Dioniso Aguado et à l'élaboration et à la traduction en français de la méthode de ce maître espagnol. Et je suis d'accord avec M. aussi de l'importance de la place de Fossa dans cette méthode. Nous allons donc maintenant évoquer la musique, celle que François a pu entendre, étudier et jouer, ainsi que les guitares qu'il a pu voir, entendre et faire sonner dans son enfance. Les guitares du dernier tiers du XVIIIe siècle sont de fait très différentes de la guitare classique d'aujourd'hui. Vous voyez là deux guitares, une guitare française à gauche, d'environ 1770, et une guitare Fleta à droite du luthier Fleta, donc à Barcelone, de 1983. La guitare de 1770 est assez étroite et profonde. Elle est montée avec 5 rangs de cordes. Vous voyez les 12 chevilles sur le chevillier, et elle est montée avec 5 rangs de cordes, c'est-à-dire que les cordes du grave à l'aigu, c'est-à-dire de gauche à droite, sont groupées par 2. Donc 4 chœurs et une corde simple, le mi aigu, qu'on appellera la chanterelle. Souvent, plutôt tout le temps, la première corde est simple et le chevillier comporte par symétrie 12 chevilles. Donc ne vous étonnez pas. En cette fin du XVIIIe siècle, l'enfance de Fossa, la guitare a sa place dans les salons de l'aristocratie et de la grande bourgeoisie. Dans ce tableau peint en 1764, thé à l'anglaise chez le prince de Conti, on voit, dans l'angle gauche, au clavecin, est assis le jeune Mozart. Debout près de lui se tient Pierre Géliot, célèbre ténor et maître de guitare du roi. Nous avons vu Géliot en duo avec Mozart, mais étant ténor, il pouvait aussi chanter en s'accompagnant à la guitare, comme le montre ce portrait. Que pouvait-il chanter? Des brunettes de Monsieur de Lagarde, publié en 1764, des airs choisis de Monsieur Godard, publié en 1761, des ariets de Giacomo Merchi, de 1760. L'usage de la guitare est alors assez répandu pour qu'elle figure dans les portraits.
Anne-Marie Bezin, par exemple, peintre par Greuze. Cette popularité est confirmée par l'apparition de musique écrite pour les commençants, comme l'indique le titre de ce recueil d'Ariette de Merky. Mais la guitare n'a pas toujours le rôle d'accompagnement du chant. Merky, toujours, publie des duos pour 2 guitares. La guitare s'intègre également dans des ensembles plus fournis. Par exemple, cet arrangement par Mademoiselle Paisible, d'une ariette de l'opéra de Duny, La Fée Urgelle, pour violon, voix et basse, 1766. Ou plus tard, dans un trio arrangé de l'opéra Lucile, par Bouleron, avec violon et alto, en 1772. Ces 2 dernières œuvres manifestent manifestement également le succès de l'opéra comique en France. Succès de l'opéra comique en France, c'est très important. Succès qui permet à Merky de parler d'un goût nouveau dans le titre de son recueil d'air, Les Soirées de Paris. Succès qui a sans doute encouragé un éditeur parisien à publier de façon périodique La Muse lyrique, recueil d'air avec accompagnement de guitare. Chaque semaine paraissait un nouveau recueil contenant des arrangements des airs d'opéra qui venaient d'être créés. Il était possible de s'abonner à cette publication et de la recevoir dans toute la France. La guitare a ainsi contribué à la diffusion de la musique. Et pour citer Diderot, les guitaristes ont réveillé le goût pour les vaudevilles, pastorales et brunettes qui en ont acquis un nouvel agrément. Si l'édition musicale prospère, la fabrication de guitares n'est pas en reste. Dans les ateliers parisiens, mais aussi à Mirecourt, dans les Vosges, de nombreux luthiers travaillent à satisfaire une clientèle qui s'accroît. Une guitare de Jacques-Philippe Michelot, son chevalet à fleurons, vous voyez bien le montage en cordes de 5 chœurs et une chanterelle, donc guitare à 5 rangs de cordes. On voit bien la marque au fer en bas, Michelot. Hein. Elle était faite à Paris en 1767. Une guitare faite par le luthier Joseph Laurent Mast à Mirecourt dans les Vosges. Une guitare profonde, hein, vous le voyez. Sa signature, marquée au fer, J.N. Mast à Paris. Pour des raisons commerciales, les instruments fabriqués à Mirecourt portent souvent la marque à Paris. Donc, mais ils étaient fabriqués à Mirecourt. La méthode de Bayeux, en 1773, nous confirme l'accord de cette guitare. Donc, à gauche, Mi, l'exemple. La clé de sol, pour ceux qui connaissent la clé de sol, tout le monde. La première corde simple, Mi chanterelle, 2 Si à l'unisson, 2 Sol à l'unisson, le Ré doublé à l'octave et le La grave doublé à l'octave. Donc nous voyons bien le même montage que vous avez pu voir sur les 2 guitares montrées tout à l'heure. Mais l'accompagnement des romances, qui, comme nous l'avons vu, est un genre à la mode, demande aux guitaristes de faire sonner davantage les cordes basses de l'instrument. Ce besoin de basse claire est à l'origine d'une évolution importante de la guitare. Le guitariste Merky explique dans le traité des agréments qu'il publie en 1777, il écrit « Je profite de cet avertissement pour dire un mot de ma manière de monter la guitare à cordes simples. Il est plus aisé de trouver 5 cordes justes qu'un plus grand nombre. Les cordes simples sont plus faciles à mettre d'accord et à pincer nettement. Enfin, elles rendent des sons purs, forts et moelleux, et qui approchent de ceux de la harpe, surtout si l'on se sert de cordes un peu grosses. » Sur ce portrait de Clotilde de France, sœur de Louis XVI, on voit clairement un montage de ce type. Donc 5 cordes simples, 3 cordes aiguës en boyau, à l'époque, hein, je veux dire, les cordes étaient en boyau, le nylon n'apparaît qu'après la Seconde Guerre mondiale, les premières cordes c'est en nylon vers 1940. Donc il faut bien se rendre compte que là ce sont des cordes en boyau et les cordes en bois, en bas, et les cordes graves, sont en soie filée argent. C'est peut-être la guitare de son ancêtre Louis XIV qu'elle joue. Hein. C'est une guitare, certainement une guitare de bohème. Mais la vie de Merky ne fait pas l'unanimité. Sur cet autre portrait, peint par Vigée Lebrun, la marquise de Mirabeau utilise encore des cordes doubles. Elle suit peut-être les conseils de Baillon, qui dans sa méthode préconise l'emploi de cordes doubles. Ces pratiques différentes
n'ont que peu de conséquences sur le plan de la lutherie. Il suffit de n'utiliser que 5 des 10 chevilles fixées sur les chevillers pour obtenir 5 cordes simples. Au-delà du choix personnel de chaque musicien, cette divergence montre la mutation en cours, car il ne s'agit pas seulement du nombre des cordes, mais plutôt d'une recherche sonore différente qui s'affirme. Ainsi que nous venons de le voir, à la naissance de François de Fossat, la guitare a sa place dans les salons de musique. Comme le montre l'activité éditoriale Comme le montre l'activité éditoriale, son succès va grandissant. Autre signe de l'augmentation du nombre des amateurs de guitare, à Paris, les maîtres de guitare cités dans les almanachs d'époque, les almanachs d'époque bien entendu, ne sont que 8 en 1757, puis 15, 20 ans plus tard, et 33 en 1785. Chacun d'eux choisit la façon de monter la guitare, à cordes doubles, comme précédemment, ou à cordes simples, selon le goût nouveau. Là, vous pouvez voir 4 guitaristes sur ce tableau. Giacomo Merchi, dont j'ai parlé tout à l'heure, Pierre-Joseph Baillon, Vidal et Pierre-Jean Porot. Ce sont les guitaristes qui ont publié donc, pendant assez longtemps dans cette période de temps entre 1770 et la Révolution. Nous présentons donc sur ce tableau les guitaristes-compositeurs qui, au cours de leur période d'activité, ont publié de façon régulière des recueils de pièces pour la guitare. Ces journaux de guitare, comme les appelleront Vidal et Porot, étant proposés par des abonnements dans toute la France. Il est tentant de penser que le père de François les recevait pour offrir à ses enfants cette musique nouvelle. La deuxième partie de la vie de François de Fossat se passe en Espagne, si l'on met à part son séjour en Nouvelle-Espagne, l'actuel Mexique. Pendant ces 20 années, il va rencontrer d'autres musiciens et découvrir une autre tradition de lutherie. Il va surtout jouer et composer au point d'envisager de gagner sa vie comme musicien. Le 20 avril 1793, tout le monde le sait maintenant, François n'a pas encore 18 ans, il émigre en Espagne et rejoint l'armée du Roussillon. Pendant environ 3 ans, il reste en Catalogne, entre Gérone et Barcelone. Il écrit à ses amis, à sa sœur restée à Perpignan. Il demande notamment à sa sœur « Envoie-moi aussi mes bottes et la guitare, avec un ou 2 cahiers de musique. » Et dans une autre lettre, « Joins à ce que je te demande le cahier de musique. » Ces mots suggèrent le besoin qu'avait François de jouer de la guitare, sans doute la musique écrite sur ces cahiers, et peut-être déjà de composer. En Espagne, François peut constater que les guitares sont montées à cordes doubles. Elles le resteront jusqu'en 1825 au moins, puisque de Fossat mentionne cet usage dans sa traduction de la méthode de Dionisio Aguado. Sur ce tableau de Tiepolo, peint vers 1770, on peut en effet compter les 10 chevilles de la guitare. De même, 16 ans plus tard, sur ce tableau de Ramon Bayeux de 1786, le chevillier porte 10 chevilles. En Catalogne, non loin de François de Fossat, un jeune homme, Fernando Sor, étudie la musique à l'abbaye de Montserrat. Âgé de 3 ans de moins que de Fossat, ce compositeur-guitariste deviendra très vite reconnu pour son talent et la qualité de sa musique. S'ils se sont rencontrés à Barcelone, nous n'avons aucun témoignage. De plus, le premier succès de Sor, la création de son opéra Telemaco Nell'isola di Calypso, a lieu le 27 août 1797 à Barcelone, alors que François est parti pour Madrid depuis un an déjà. À Madrid, un autre guitariste y réside depuis 1794, le napolitain Federico Moretti. Avant de venir en Espagne, cet Italien a publié à Naples des principes pour la guitare à 6 cordes simples. Nous pouvons donc voir, en dessous Manico, vous voyez le manche de la guitare, et vous voyez bien, de la première à la 6e, 6 cordes simples. C'est-à-dire qu'une corde de mi s'ajoute aux 5 existantes, augmentant ainsi l'étendue sonore vers le grave. Or, souvenez-vous, en France, nous n'avons parlé que de guitares à 5 cordes simples ou doubles. Cet ouvrage montre que des guitares à 6 cordes simples, avec l'accord que nous connaissons maintenant, mi si sol ré la mi, ou mi la ré sol si mi, de grave à l'aigu ou de l'aigu au grave, sont fabriquées à Naples dès la fin du XVIIIe siècle.
la guitare française à 5 cœurs que vous avez déjà vu, et une guitare napolitaine à 6 cordes simples. Mais lorsque le jeune Moretti arrive en Espagne, il constate que l'usage est encore aux cordes doubles. Opportuniste, il modifie sa méthode en conséquence et la dédie à la reine d'Espagne ses principes pour jouer de la guitare à 6 rangs de cordes. La guitare évolue donc en Espagne de 5 à 6 rangs. À nouveau, rien ne dit que François de Fossa n'ait entendu Moretti à Madrid. Mais cependant, il en fera l'éloge 30 ans après, dans l'introduction à sa traduction de la méthode de Dionisio Aguado. Vous voyez donc cette méthode, vous allez en entendre parler pendant toute la communication, mais Matania en a fait référence tout à l'heure. À Madrid, grâce à l'appui d'amis influents, François de Fossa se fait accepter dans la suite de Miguel José d'Azanza. Or, cet homme vient d'être nommé vice-roi de la Nouvelle-Espagne. François le suit à Cadiz, où ils doivent embarquer pour le Mexique. D'Azanza est aussi un mélomane et un amateur de guitare qui semble apprécier le jeu de François. Il prend François comme page pour l'accompagner. Leur départ est retardé par la flotte anglaise qui bloque le port. François séjourne donc ainsi pendant plus d'1 an à Cadiz. Il y achète une guitare pour 8 duros, ainsi qu'il le mentionne à sa sœur. Une guitare certainement pas aussi ouvragée que celle-là, mais elle devait tout de même y ressembler par la forme. Donc celle-là est richement décorée. Le chevillet porte 12 chevilles. La rosace donc c'est l'orifice de la caisse de résonance. Le chevalet décoré de nacre au large fleuron d'ébène. Donc vous voyez bien les 6 rangs de cordes, 5 cordes doubles et une chanterelle. Sur l'étiquette, Guerra, Dionisio Guerra, et c'est 1794 qu'il faut lire. Avec cette nouvelle guitare, François occupe ses loisirs. L'étude, la lecture, la musique se partagent tous les moments de ma journée. Je n'ai ni le désir avoir de visite ni de société. Une fois la semaine seulement, le samedi, depuis 8h du soir jusqu'à 10h30, je vais au concert duquel je t'ai parlé, où je joue de temps en temps des trios et des quatuors de guitare, violon, alto et basse. J'y vais par rapport à la musique et parce que le vice-roi le veut. 18 janvier 1798. Il joue peut-être un des trios pour guitare, violon et basse écrit par Antoine Jiménez, premier violon de la collégiale d'Alicante. Sans doute François compose-t-il également, puisqu'il dit à sa sœur, que ses dépenses inutiles se limitent à l'achat de cordes de guitare et à du papier à musique. Prêt à partir à bord du Monarque, c'est encore la musique qui l'occupe. Notre principal amusement à bord, ou le seul pour ainsi dire, est de faire de la musique. Nous avons pour cela tous les moyens possibles, car nous avons des amateurs de violon, d'alto, de flûte, de basse et de guitare. Le vice-roi en est on ne peut plus satisfait, et nous charmons ainsi l'ennui de l'embarcation. 3 avril 1798. François reste plus de 5 ans au Mexique. Pendant l'absence de François, les guitares espagnoles n'ont pas changé. Elles ont conservé les cordes doubles. Moretti réédite à l'identique ses principes en 1807, 8 ans plus tard, à Madrid. Et cette réédition souligne bien le grand nombre d'amateurs de guitare. De même, les luthiers madrilènes proposent des guitares avec 6 rangs de cordes. Voici un exemple, un instrument du luthier Manuel Mignoa. La caisse est en palissandre brésilien, palissandre de Rio, et elle est très profonde. Par rapport à la guitare italienne que vous verrez tout à l'heure, ça n'a rien à voir. La décoration est assez sobre, mais de très bon goût. Le chevillier porte 12 chevilles. Le chevalet, donc avec ses 6 rangs de cordes, 5 cordes doubles et une chanterelle. Et l'étiquette Manuel Mignoa à Madrid 1806. François retrouve Madrid dans ces années-là. Il raconte à sa sœur ses succès musicaux en tant que compositeur comme en tant que guitariste. Je crois que je ne t'ai pas encore dit que j'avais composé dans mes loisirs de Cadiz une œuvre de guitare. De quatuor, pardon. Je n'imaginais pas alors qu'elle servirait à me faire connaître à Madrid. Je les ai exécutées différentes fois avec des musiciens de la Chapelle du Roi et devant un nombreux concours. 13 octobre 1807.
On peut comprendre le succès que François remporte avec sa musique de chambre. Ses quatuors, comme ses trios, dont vous avez vu la partition tout à l'heure, grâce à Matania, manifestent une grande richesse d'inspiration. La qualité du matériel mélodique, le traitement de la guitare en instrument concertant, plein de couleurs, donne à sa musique une saveur particulière. Cette œuvre de quatuor est peut-être celle qui sera éditée 20 ans plus tard, avec ce titre, 3 quatuors pour 2 guitares, violon et basse, avec une partie d'alto, pour remplacer la seconde guitare dédiée à M. le comte de Montboissier. Le comte de Montboissier est son officier supérieur au moment de la publication. C'est sans doute grâce au goût de François pour la musique de chambre que nous lui devons la transmission des quintettes avec guitare de Boccherini. Peut-être, d'après Matania, François y aurait mis un peu plus que Boccherini. Là, il y a des études à faire et peut-être que dans la musique de Boccherini, c'est un scoop, voilà, il y a plus que Boccherini. C'est à voir et peut-être que ça fera l'objet d'une publication bientôt. Il a eu en effet l'opportunité de copier ses partitions à Madrid. Et ce, comme l'a montré le musicologue Matania, les originaux ayant été perdus, c'est la copie de François qui a servi à la réédition de ses quintettes. En voici un exemple, le célèbre Fandango de sa main et une gravure d'époque qui illustre cette danse. Le succès que François a obtenu à Madrid lui fait espérer un bref moment pouvoir vivre de sa musique. Les connaissances que j'avais acquises dans la musique et dans la composition m'avaient donné l'espoir de me rendre utile au public et de gagner au moins ma vie à composer pour la guitare. Je me flattais d'autant plus de la réussite que ce pays fourmille d'amateurs de cet instrument et qui n'ont pas un seul morceau de musique passable dans le genre moderne. Mon premier essai redoubla mon espoir. Une œuvre de quatuor que je fis entendre fut reçue avec enthousiasme. On m'a prodigué des éloges, on m'a appelé le Haydn de la guitare. J'ai reçu des billets d'invitation de plus de 20 personnes qui ne me les envoyaient que pour avoir l'occasion d'entendre ma musique. J'ai été fêté tant que je les ai amusés et je leur ai été plus encore si je leur avais fait cadeau de mes quatuors. Mais lorsque j'ai voulu en tirer parti, ainsi que de mes autres compositions, j'ai trouvé tout le monde de glace. Et le seul qui eut l'air de vouloir me les acheter eut l'insolence de m'offrir 4 piastres pour 3 œuvres dont il ne me payait pas le papier rayé. Je les réduirais plutôt en cendres. J'ai donc été obligé de me contenter de la réputation que m'ont donné ou non, mes ouvrages, et comme cela ne suffit pas pour remplir la bedaine, j'ai renoncé pour toujours à cette espèce de travail. 9 mars 1808. S'il renonce à vivre de sa musique, il ne renonce ni à jouer ni à composer. Il tente même de vendre ses compositions dans un magasin de musique madrilène, comme le montre cette annonce de la Gazeta de Madrid du 15 mars de la même année. Parmi les auditeurs présents lors de ces concerts privés que De Fossa évoque dans sa correspondance, se trouvait peut-être un jeune guitariste de 24 ans, qui allait devenir un ami très cher, Dionisio Aguado. De Fossa, en effet, ne mentionne pas la date de leur première rencontre. Elle a pu avoir lieu à Madrid, avant que François ne quitte l'Espagne. Ça suffit pas. Donc il va falloir faire ou beaucoup plus tard, parmi les 6 mois de 1824, où il séjournera à nouveau. Aguado Camsor seront marqués par la musique de Moretti, et tous 3 laisseront leur nom dans l'histoire de la guitare. Donc, alors voilà. Donc là, ça m'a fait perdre tous mes moyens là. Hein, la pression là, ouf. D'accord. Bon, je suis. Ah bah oui, vous me faites tout peur. Bon, j'y arriverai pas. Voilà. Ah oui, donc je reviens tout de même pour que vous puissiez regarder. Voilà, j'y vais arriver. Voilà. Là, on voit la vie de ces 4 guitaristes sur ce tableau. Pour moi, je trouve que c'est très parlant. Lorsque François arrive à Paris fin 1813, il peut constater que la guitare en France n'a pas évolué de la même façon qu'en Espagne. Les cordes doubles ne sont plus en usage.
À la toute fin du XVIIIe siècle, un luthier parisien inspiré par le goût pour l'antique imagine une lyre-guitare. Sa forme reprend celle de la lyre antique, mais une sixième corde plus grave est ajoutée aux 5 cordes de la guitare d'alors. Cet ajout confirme l'évolution du goût musical. On veut entendre des sons graves, notamment pour accompagner les romances à la mode. En 1801, Doisy présente ce nouvel instrument dans sa méthode. Voici une lyre du luthier parisien Jean-François Lavigne. Autre exemple de Ponce-Fils à Paris, un portrait du ténor Fabrigara avec sa lyre. Le guitariste napolitain Ferdinando Carulli s'établit à Paris vers 1808. Il a 38 ans. Il arrive avec une guitare faite à Naples, où les luthiers fabriquent depuis 15 ans environ, comme je vous ai dit tout à l'heure, des guitares à 6 cordes simples. Un exemple d'une guitare de Giovanni Battista Fabbricator, guitare qui est cintrée, qui est peu profonde, le fond est en érable. La touche est en ébène, se prolonge jusqu'à la rose. Au chevalet s'accorde la tête, le chevillet en forme de 8 porte 6 chevilles, oui, et on n'a pas vu le chevalet, c'est pas. Sur l'étiquette, le nom du luthier et la date de construction, 1801. Carulli devient vite l'homme à la mode, comme virtuose et comme professeur. Il écrit une méthode de guitare. Les guitares construites en France par la suite porteront 6 cordes simples, accordées comme la lyre, mi, la, ré, sol, si, mi. C'est l'accord que nous utilisons toujours aujourd'hui. Voici une guitare française, fabriquée à cette époque par Blaise Masse à Mirecourt. La forme est encore proche des guitares du XVIIIe, mais avec 6 cordes simples. Une guitare parisienne, en citronnier. Elle reprend de la guitare napolitaine sa forme cintrée, le chevillet en forme de 8 inversé, 6 cordes se fixent au chevalet, sur l'étiquette Paris, à Paris 1812. Carulli a fait graver un nombre impressionnant d'œuvres pour la guitare, plus de 370. Après sa rencontre avec De Fossat, il lui dédie son opus 84, 3 menuets et 3 valses. De Fossat semble s'adapter aux modifications de son instrument avec facilité. Il publie également pour guitare ou lyre un thème varié peu après son arrivée à Paris. Cette pièce est dédiée à Julie Pin, qui est peut-être la jeune femme évoquée dans une lettre de décembre 1813. J'avais dans mon dernier voyage contracté une liaison d'amitié avec une charmante dame, une des plus belles femmes que j'ai connues, excellente musicienne et plus recommandable encore par les qualités du cœur que par celles de l'esprit. Lorsque j'ai été la voir, un convoi funèbre remplissait la rue. Je m'informe en tremblant. C'était la malheureuse, l'intéressante Julie, qui trop tôt pour sa famille, trop tôt pour ses amis, à l'âge de 24 ans, à peine révolu, avait cessé d'exister. C'est sans doute parce qu'il est frappé, choqué par cet événement malheureux, que François a tenu à faire éditer cette pièce en hommage posthume. Elle est en effet la première à paraître à Paris. Il faut attendre une dizaine d'années pour les parutions suivantes. Un deuxième Italien, Francesco Molino, rejoint la capitale française, siège d'un engouement grandissant pour la guitare. Musicien polyvalent, il a été oboïste dans une harmonie et violoniste d'orchestre avant de se consacrer à la guitare. Aussitôt installé à Paris, il propose sa méthode de guitare à l'éditeur Gambaro. Celui-ci lance une souscription et reçoit la commande de quelques 372 personnes, amateurs et professionnels de la musique. Le succès de l'enseignement de Molino semble avoir porté ombrage à celui de Carulli. Les élèves de chacun se transforment en supporters passionnés, si l'on croit la lithographie de Maresco, discussion entre les carullistes et les molinistes. C'est une discussion pour le moins orageuse. Ça donne peut-être du travail aux luthiers. Le troisième guitariste italien à venir à Paris est le Florentin Matteo Carcassi. Il y arrive en 1820, jeune homme de 30 ans. Il est très vite apprécié tant en France qu'à Londres, où il passe chaque année quelques mois. Il prend plutôt la place dans les faveurs du public d'un Carulli vieillissant. Lorsque ces déplacements seront moins fréquents, il publiera sa méthode, opus 59, encore utilisée aujourd'hui, et ses fameuses études, comme ses études d'opus 60. On peut noter qu'entre 1820 et 1830, 30 méthodes de guitare sont publiées à Paris.
De Fossat, quant à lui, reprend un poste dans l'armée, faute de pouvoir trouver un autre emploi. Cette fonction le met à nouveau sur les routes, allant de ville en ville au gré des lieux de garnison. À nouveau, il fréquente les salons où on joue de la musique. Après Bordeaux, il réside un an et demi à Lyon. Sachant que sa nièce étudie la guitare, il s'engage à lui en offrir une. Dis à Thérésette que je me charge de lui envoyer une bonne guitare lorsque tu m'auras rendu compte des progrès qu'elle aura fait dans la musique vocale et sur cet instrument. Pour commencer, une des tiennes est excellente, et ce serait une folie de dépenser un sou à un nouvel achat sans savoir si notre jeune élève ne se dégoûtera pas. Je ne connais point de méthode que je voulusse conseiller à personne. J'ai l'intention d'en composer une cet hiver. Après l'inspection, je t'enverrai dans chacune de mes lettres quelques préceptes étayés d'exemples qui en apprendront davantage que toutes ces mauvaises méthodes. Il faut surtout la musique vocale, beaucoup d'accords, beaucoup d'arpèges, beaucoup de gammes dans tous les tons, et démancher depuis le premier jour. J'ai l'intention de passer tout l'hiver auprès de toi. Ta fille aura terminé son éducation. Elle aura dû faire assez de progrès dans la musique et la guitare pour que nous puissions jouer des duos ensemble. 16 septembre 1819. Séduit par la nouveauté, il choisit de passer commande au luthier Jean-Nicolas Jeannot. Je connais ici un luthier qui fait des guitares d'une nouvelle forme, très sonore et infiniment plus commode que l'ancienne. Je tâcherai d'en attraper une à la volée pour ta fille. Mais il ne faut pas qu'elle le sache jusqu'au moment où cela sera fait. Car la vogue de ce luthier est telle qu'il a toujours des commandes faites pour plusieurs mois. 3 janvier 1810. Une guitare de Jeannot, plus commode. D'accord, mais alors là, je vais essayer. Car la main gauche n'est pas gênée par la forme de la caisse pour jouer des notes aiguës. Ces 2 pointes rappellent la forme de la lyre. Le chevillet porte 6 chevilles. Sur l'étiquette, le nom et l'adresse du luthier, la date 1821. Il donne ensuite à sa sœur des conseils pour l'éducation musicale de sa fille. Il lui recommande un ouvrage nouveau du Bordelais Galin, dont il a certainement fait connaissance 2 ans avant à Bordeaux. Il mentionne ensuite ses arrangements pour 2 guitares de quatuor à cordes de Haydn. La nièce de Madame Marguerite ne se nomme-t-elle pas Thérèse de Bonnefoy? Si ma mémoire m'avait mal servi, tu redresserais de suite mon erreur, car je viens de lui dédier une œuvre de charmant duo pour 2 guitares que j'ai extrait des œuvres de l'immortel Haydn. Je ne sais pourtant si l'éditeur Messonnier, qui me demande toujours de ma musique, se décidera à graver celle-là, 19 janvier 1820. On peut répondre aujourd'hui que Messonnier ne s'est pas décidé puisque cette œuvre a été gravée par Petit. Après réception de la guitare, François adresse à sa nièce quelques conseils. « Je suis enchanté, mon aimable Thérésette, que la guitare que je t'ai envoyée soit à ton goût, mais vraiment cela ne vaut pas tous les remerciements que tu me fais. Tu ne me dis pas ce que tu sais faire sur cet instrument. Ton maître te familiarise-t-il avec le grand et le petit barré? Cela fait un peu mal aux doigts dans les commencements, mais c'est indispensable pour devenir d'une certaine force. Et dès qu'on fait tant que de jouer dans l'instrument, il faut avoir l'amour propre de vouloir s'élever au-dessus de la médiocrité. Il faut surtout te bien attacher à tirer une bonne qualité de son. La musique est faite pour plaire plutôt que pour étonner. 1821. C'est à Strasbourg que François va enfin trouver la jeune femme qu'il épousera. Nous disons enfin, car ces lettres sont pleines de récits de ses aventures malheureuses. L'élu se nomme Sophie Vautrin. Bonne guitariste à n'en pas douter, puisque François lui dédie sa 3e fantaisie sur un thème de Beethoven. Et l'arrangement de l'ouverture de l'opéra de Boieldieu, le calife de Bagdad, qui sont des pièces difficiles. On peut penser que soit Sophie avait une belle technique, soit il l'a charmée en jouant ces pièces-là et lui a dédié après. À Strasbourg, François fait aussi la connaissance de M. Baxman. Il joue avec lui ses 3 trios pour guitare, violon et violoncelle qu'il lui dédie. Début 1823, le décès de sa sœur à Perpignan le prive de sa confidente, sa bonne amie. Mais ses occupations ne lui laissent pas de répit. Peu après, une campagne militaire le renvoie en Espagne pour 1 an et demi. À Madrid, avec le guitariste Dioniso Aguado, il concrétise son projet de méthode. Ils se rejoignent en effet dans la façon de concevoir l'instrument et sur son enseignement. François contribue à l'édition espagnole et propose d'en faire une traduction. Dans l'introduction de la version espagnole, Aguado lui rend un hommage que l'on pourrait traduire par « Don Francisco de Fossat, mon ami et homme de goût, et de grandes connaissances musicales ».
Compliment que dans la version française, François traduira avec modestie Monsieur de Fossat, mon ami, à qui la guitare est familière. François compose alors un requierdo et le dédie à Aguado, son affectueux ami. François rentre en France avec deux préoccupations. L'une est personnelle, obtenir de son commandant l'autorisation d'épouser Sophie Vautrin. L'autre est de trouver un éditeur pour la méthode. Le mariage aura lieu à Strasbourg le 29 décembre 1825. Entre-temps, à Paris, il propose à Messonnier de publier la version française de la méthode ainsi que l'opus 2, 3 rondeaux brillants, qu'Aguado lui dédie, qui est certainement une des pièces les plus difficiles qu'Aguado ait écrites. Cette œuvre paraît en 1825. Pour la méthode, ouvrage de plus grande ampleur, Messonnier souhaite lancer une souscription. Si la méthode paraît en 1826, septembre 1826, c'est bien grâce aux relations que François a su se créer. La liste des 71 souscripteurs résidant dans différentes villes de France retrace en effet les déplacements de François. 19 à Paris, 14 à Bordeaux, 8 à Agen, 4 à Lyon par exemple. Parmi ces souscripteurs, Mademoiselle de la Forest, professeure de guitare à Lyon, est aussi dédicataire de l'opus 13 de Fossat. 4 divertissements extraits des œuvres de Hind. De Fossat, lui compose ses pièces. Aguado vient s'établir à Paris. En cadeau de mariage, il dédie 6 petites pièces à la jeune épouse, Madame Sophie de Fossat. Il dédiera plus tard le menuet Affandangado à François, qui est aussi une pièce virtuose. Comme nous l'avons dit, l'activité autour de la guitare ne cesse de s'accroître. Après les Italiens, les Espagnols, Aguado, puis Fernando Sor résident à Paris. Il n'est pas étonnant que la plupart des œuvres de Fossat paraissent dans ces années de guitaromanie, du nom d'un recueil humoristique de l'époque. Ce recueil illustre ce que jouent et apprécient les amateurs par ses fantaisies, ses airs variés, arrangements d'ouverture d'opéra et airs de danse. François est bien dans son temps. C'est aussi un temps d'innovation pour la facture instrumentale. François y est sensible, nous l'avons vu avec la guitare lyonnaise, offerte à sa nièce. Jean-François Salomon, musicien que François rencontre sans doute à Besançon, invente la harpe au lyre, instrument à 3 manches et 21 cordes. Salomon écrit une méthode pour apprendre à utiliser cet instrument, tant mieux, parce que c'est bien difficile, pour le moins déroutant. De Fossat se lie d'amitié avec lui et lui compose 6 divertissements pour la harpe au lyre. Sort, plus prudent, écrit une œuvre plus didactique, 6 petites pièces progressives pour la connaissance des manches 3 de la harpe au lyre. Dans cet esprit d'innovation, la guitare à 10 ou à 7 cordes des guitares plutôt à 10 ou à 7 cordes seront aussi demandées aux luthiers par les guitaristes. Mais les plus jouées demeurent les guitares à 6 cordes simples. Celles du luthier parisien Pierre-René Lacotte, d'une grande élégance et d'une qualité de son exceptionnelle, sont particulièrement appréciées des concertistes. Et a servi au luthier français, qui est décédé en 1986, Robert Boucher, à faire lui-même une guitare du XXe siècle exceptionnelle qui ont été jouées notamment par le duo Presti-Lagoya. C'est la guitare de Robert Boucher, la Lacotte de Robert. Alors, donc vous voyez un exemple, une Lacotte de 1828, le fond est en acajou, de plus bas, la marque au fer. De Fossat, comme les guitaristes que nous avons cités, vivent un moment de l'histoire de leur instrument où chacun suivant sa personnalité, sa sensibilité, s'approprie à la nouvelle guitare à 6 cordes simples. Ce sont tous des compositeurs qui créent leur propre langage, des instrumentistes qui inventent leur technique, des concertistes qui jouent leur musique avec virtuosité, des pédagogues qui publient leurs méthodes. Et leurs méthodes sont utilisées encore aujourd'hui. Merci.